Europe Midi, écoutez le monde changer. Patrick Cohen. Bonjour Pascal Bruckner. Bonjour Patrick Cohen. Vous venez de publier Un coupable presque parfait chez Grasset, mais l'actualité nous renvoie à un autre de vos essais, Un racisme imaginaire, où vous analysiez la façon dont le concept d'islamophobie a été forgé et instrumentalisé. D'abord, cette attaque de vendredi qui vous a glacé comme nous tous, c'est Daesh à la maison, avez-vous dit ? Oui, c'est Daesh à la maison, c'est une décapitation halal, c'est-à-dire conforme au principe de la religion telle qu'elle est entendue par les extrémistes de l'islam. Et je pense que c'est un moment décisif pour notre pays et pour la lutte contre l'islam radical. Et je crois que là, le président Macron joue sa réélection et joue aussi le sort de la France. C'est-à-dire qu'on va voir si Peter Pan peut se transformer en Churchill. Il y avait déjà le premier discours sur le séparatisme islamique, mais là on est carrément dans une déclaration de guerre et on s'aperçoit que l'hydre islamiste a pénétré tous les secteurs de la France, l'université, l'administration, peut-être la police, peut-être les services de renseignement, le monde du sport et le monde de l'école. Et donc il va falloir débrouiller tous ces fils et surtout frapper très fort. Ce dont nous avons besoin maintenant, ça n'est pas de grands discours, c'est de répression républicaine. Parce que c'est un cran de plus dans l'échelle de la terreur et de l'intimidation, là, en l'occurrence, en direction du corps enseignant. Voilà, exactement. Comme le disait Richard Malka tout à l'heure, c'est un nouveau champ d'activité auquel s'attaquent les islamistes, qui sont souvent en désaccord les uns avec les autres, mais qui ne sont d'accord que pour une chose, c'est pour détruire la République et les infidèles que nous sommes tous à leurs yeux. Par conséquent, il faut considérer que l'islamisme, c'est aujourd'hui le nouveau nazisme. C'est vraiment, il existe depuis 30 ou 40 ans. Il a frappé en 2001 à New York et puis à Paris 2015, 2016. Et en réalité, il y a des répliques incessantes. Et là, c'est un cran supplémentaire. Donc, il faut qu'il y ait une mobilisation et qu'on désigne surtout les complices. Toute cette partie de la gauche et de l'extrême gauche, que ce soit la France insoumise, et tout à l'heure, Alexis Corbière, comme vous l'avez dit, prenait ses distances avec la participation de la France insoumise à cette horrible manifestation de novembre 2019 contre l'islamophobie. Horrible, non pas à cause forcément de ces mots d'ordre de départ, mais à cause du compagnonnage, c'est ça que vous voulez dire ? Oui, le compagnonnage abominable du CCIF, qui est évidemment un groupe lié aux frères musulmans et qui consiste à défendre tout musulman, quel qu'il soit, même si c'est un terroriste. C'est ce que Hakim El Karoui avait très bien marqué dans son livre sur l'islam de France. Donc, que le ministre Darmanin demande sa dissolution, ainsi qu'un certain nombre d'autres associations, dont peut-être les Indigènes de la République, les Indivisibles, Baraka City, c'est un progrès. Mais ça fait des années que nous sommes un certain nombre à demander cela. Et aujourd'hui, il a fallu cette abomination pour que le pouvoir réagisse enfin. Est-ce que les yeux se sont dessillés ? Je ne sais pas. Mais le chantage à l'islamophobie ne doit plus être possible en France. Nous avons le droit de critiquer une religion, toutes les religions, l'islam, le christianisme, le judaïsme. Nous n'avons pas le droit de persécuter les croyants. C'est là que passe la différence. Mais hurler à l'islamophobie d'État parce que nous avons des lois laïques et que nous interdisons le voile ou la burqa, c'est véritablement un abus de pouvoir, un abus de langage, hélas, encouragé par les médias anglo-saxons. Et il faut lire la couverture de presse nord-américaine sur les événements qui se passent en ce moment. Je dois dire qu'elle est affligeante, mais il y a longtemps que l'Amérique est affligeante par bien des égards. Celle du New York Times notamment. En quoi sont-ils complices, Pascal Bruckner ? Parce qu'ils ont, selon vous, mis des cibles dans le dos de tous ceux qui critiquaient l'islam ? Alors d'une part, c'est vrai, et c'est particulièrement vrai d'Edoui Plenel et de Mediapart, mais ce qui est terrible, c'est de constater qu'aujourd'hui, un certain antiracisme est devenu un instrument au service du crime. C'est-à-dire que tous ceux qui ont osé élever la voix contre les formes les plus barbares de la religion coranique, notamment les gens de Charlie Hebdo, ou qui ont osé s'en moquer, ont été effectivement désignés au bras des bourreaux et ont payé du prix de leur sang. Et par conséquent, les complices
en général de gauche et d'extrême gauche, ont du sang sur les mains et devraient rendre des comptes. En tout cas, je pense qu'ils sont dans une très mauvaise posture psychologique, mais je compte sur leur ingéniosité pour trouver de nouveaux arguments et pour culpabiliser la France et les institutions de la République. Avec une pensée pour Mila, cette jeune fille de 17 ans qui vit aujourd'hui en clandestinité dans un internat, qui continue de recevoir des menaces de mort sur les réseaux sociaux et qui écrit à sa mère dans une lettre rapportée dans le dernier numéro du Point: je sais pertinemment comment je vais mourir. Mila qui avait, elle, critiqué l'islam sur les réseaux sociaux dans un groupe qui normalement devait rester entre ses amis et dont on connaît la suite et la médiatisation outrancière. Oui, Mila abandonnée par toutes les féministes, abandonnée par l'ancienne ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui disait qu'on n'avait pas le droit de blasphémer une religion, alors que le délit de blasphème n'existe pas en France. Elle s'était reprise dans les heures qui viennent. Oui, Nicole Belloubet. Oui, Nicole Belloubet s'est reprise dans les heures qui viennent, mais enfin, le premier réflexe était malheureusement symptomatique, et je ne connais pas une association féministe qui a pignon sur rue, qui dénonce la condition faite à Mila. Au contraire, on l'accable. Donc c'est le monde à l'envers, et il s'agit de le remettre sur ses pieds, pour reprendre une vieille expression, de défendre les vraies victimes et de dénoncer les vrais bourreaux. Et donc ça va être ça la tâche de nos politiques dans les semaines qui viennent. S'ils réussissent, la France est sauvée. S'ils échouent, nous retrouverons dans le scénario de Michel Houellebecq, Soumission, en 2022. Quelques phrases, hélas seulement quelques phrases, Pascal Bruckner, sur votre nouvel ouvrage Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc, dans lequel vous vous insurgez contre la perte des idéaux progressistes et l'importation des théories américaines de genre, de race et de classe. Vous déplorez que l'homme blanc soit donc devenu le nouveau bouc émissaire, mais vous ne prônez pas la revanche de l'homme blanc. Non, je remarque simplement qu'effectivement, dans le discours néo-féministe, dans le discours antiraciste et décolonial, il y a un nouveau coupable absolu, c'est l'homme blanc, qui serait à l'origine de tous les maux de l'humanité. Donc le mâle blanc hétérosexuel, plus particulièrement dans le discours néo-féministe, est celui contre lequel il faut aiguiser toutes les flèches des femmes. Et cet homme-là est a priori coupable, quoi qu'il fasse, puisque comme le disait dans une déclaration célèbre Caroline de Haas, 2 hommes sur 3 sont des agresseurs ou des violeurs, c'est-à-dire pratiquement le genre masculin dans son intégralité. Et je me souviens que le féminisme, dans ses origines, était une idéologie, une doctrine plus généreuse, qui voulait réconcilier les hommes et les femmes. Là, il s'agit de dresser un mur infranchissable entre les deux parties de l'humanité, et je n'ai pas le sentiment que ce soit un progrès. Donc, que ce soit le néo-féminisme, l'antiracisme ou le décolonialisme, il s'agit toujours de pointer un doigt accusateur contre le monde occidental, et par un paradoxe amusant, on finit finalement par réduire les individus à leur couleur de peau, ce qui était exactement la définition du racisme dans les années 30. C'est ce dont vous ne voulez pas d'une société où votre opinion ne dépend que de votre couleur de peau. On en prend le chemin, vous trouvez, Pascal Bruckner ? On en prend le chemin dans certains discours. Alors encore une fois, ce sont des discours qui sont minoritaires dans la population, mais qui sont très importants dans les médias et qui surtout sont en train de gagner toute l'université. Si vous regardez les projets de thèse à Sciences Po, à l'ENA ou dans les différentes facultés, vous apercevez que ces théories qui viennent des États-Unis, qui ont une histoire très particulière, sont devenues majoritaires, et donc désormais on juge une personne, ça c'est le fameux mot « d'où parles-tu, camarade ?» Alors autrefois c'était la classe sociale, maintenant c'est la couleur de peau. Donc si vous êtes un blanc antiraciste, par exemple, le simple fait d'être blanc met votre parole en question. Et ça c'est pour ainsi dire le comble du racisme, encore une fois, renversé en son contraire. Un coupable presque parfait, la construction du bouc émissaire blanc. Votre dernier essai vient de paraître chez Grasset. Merci beaucoup Pascal Bruckner d'être venu en direct sur Europe.